bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Kiosque. Kiosque, votre magazine dédié à la culture sur Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Tout de suite, le sommaire de ce mercredi 16 septembre. Pour cette émission spéciale Journée du patrimoine, nous irons à l'OVSQ, Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous nous rendrons également à l'abbaye de Port-Royal des Champs, qui ouvre sa chapelle. Celle-ci était fermée depuis 30 ans. Et enfin, nous découvrirons la salle du congrès du château de Versailles, exceptionnellement ouverte aux visiteurs. Le musée Lambinet à Versailles inaugure une nouvelle exposition lors de ces journées du patrimoine. Il retrace l'évolution de la figure du héros au cours des siècles sur les toiles de Jouy, renommée des ateliers de la manufacture fondée en 1760 par Christophe Philippe Oberkampf. Et comme chaque semaine, notre rendez-vous cinéphile, nous découvrirons vos avis et les coups de cœur de Gaël Pinault au grenier à sel de Trappes. Nous débutons donc par un programme spécial Journée du patrimoine sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Journée d'autant plus importante pour Saint-Quentin parce que cette année, c'est le patrimoine du XXIe siècle qui est mis à l'honneur. Alors pour en parler, Laure Valette, chargée du label Ville d'art et d'histoire au musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonsoir. Bonsoir. Et Éric Alain Junès, vice-président en charge de la vie culturelle et associative à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonsoir. Bonsoir. L'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a reçu le label Ville d'art et d'histoire en 2006. C'est la première ville nouvelle et la première ville essentiellement construite dans la seconde moitié du XXe siècle à recevoir ce label créé en 1985. Alors, Éric Alain Junès, expliquez-nous en quoi consiste ce label. Alors, ce label est attribué donc par les services du ministère de la Culture. Il correspond à la fois à deux entités. Une reconnaissance de la qualité et de la valeur du patrimoine donc d'une collectivité locale, et en même temps un engagement de cette collectivité à le valoriser, à le promouvoir et à mieux le faire connaître et à le conserver. Et la thématique de l'édition 2015, qui est le patrimoine du XXIe siècle, a-t-elle une résonance particulière pour Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est une ville nouvelle ? Absolument, puisque nous sommes à Saint-Quentin-en-Yvelines, doté d'un patrimoine qui est essentiellement tourné sur la deuxième moitié donc, du XXe siècle et sur le XXIe siècle, de par son histoire. Et donc, il y a dans Saint-Quentin-en-Yvelines tout un certain nombre de patrimoines architecturaux tout à fait remarquables et qui font de cette ville une véritable musée à ciel ouvert. Le label Ville d'art et d'histoire porte une importance particulière à la valorisation et à la médiation autour du patrimoine des villes qui profitent de ce label. Alors nous allons découvrir avec Laure Valette la programmation établie autour de ces journées du patrimoine sur Saint-Quentin. Quelques dates peut-être ? Quelques dates, oui. Une promenade littéraire à l'abbaye de Port-Royal. Alors, le samedi, il y a énormément de choses, mais le dimanche, vous aurez le loisir de vous promener sur le site de l'abbaye de Port-Royal des Champs à travers une promenade littéraire. On est tout à fait dans le thème patrimoine du XXIe siècle, puisque la comédienne Véronique Helena Malvoisin, sur proposition de la Maison de la Poésie, s'est associée au Musée national de Port-Royal des Champs pour proposer des lectures d'auteurs du XXIe siècle qui vous feront voyager à travers la littérature et le site de Port-Royal en développant le regard des écrivains contemporains sur ce site historique de grande valeur. Donc ce sera une date sur le site de Port-Royal des Champs. Je sais également que Port-Royal des Champs a prévu d'autres activités. Et justement, William L. s'est rendu à Port-Royal des Champs ce week-end. On en voit quelques images. Le domaine national de Port-Royal des Champs. Son abbaye fondée au XIIIe siècle, ses bâtiments datant du XVIe et XVIIe siècle, dont le pigeonnier et le moulin, et enfin son corps de ferme abritant aujourd'hui le musée, construit entre le XVIIe et XIXe siècle. Port-Royal n'existe que parce qu'il y a eu au XVIIe siècle cette opposition frontale des gens de l'Église avec le pouvoir du roi et notamment avec le pouvoir de Louis XIV, ce mouvement qu'on a appelé le jansénisme, qui est un mouvement religieux qui s'oppose de façon brutale à l'absolutisme royal. Ce week-end, les journées du patrimoine mettront l'accent sur la découverte du site de l'abbaye, généralement délaissé au profit du musée. Un haut lieu culturel propice à un voyage à travers les siècles. Plusieurs visites sont programmées.
visites, alors des visites adaptées pour les personnes malentendantes ou malvoyantes, ce qui est une façon différente de découvrir le site. Il y a possibilité sur le site de l'abbaye de pouvoir découvrir l'oratoire qui est rouvert exceptionnellement pour ces journées du patrimoine après 30 ans de fermeture. De la même manière, sur le site de l'abbaye, il y aura un accueil sur les jardins médicinaux et la possibilité de pouvoir faire une promenade autour de l'étang des religieuses. Là encore, ce sont des endroits qu'on ne voit pas habituellement et qui ne sont pas ouverts au public. Le musée proposera de revenir sur une page importante de l'histoire de France, l'affrontement entre les jansénistes et le roi Soleil, qui a conduit à la destruction de l'abbaye de Port-Royal. Alors Valette, d'autres événements littéraires sont-ils prévus ? Tout à fait. Alors on change d'ambiance et on va sur du patrimoine contemporain, mais on reste dans ce changement de regard avec toujours des lectures pour découvrir un artiste qui a été très important localement, qui est Philolaos, l'auteur notamment des Gogottes à Guyancourt. Et autour de ces Gogottes, la médiathèque Rousselot, donc dans le quartier de Villarroy, a proposé une petite exposition d'œuvres de dessin de l'artiste et s'est associé à la Maison de la Poésie, encore une fois, pour proposer une lecture par le comédien Laurent Searle de la compagnie Vert Volant, pour vous faire voyager à travers la vie et l'œuvre de Philolaos. Donc quelque chose de très sensible, de très ludique pour découvrir cette œuvre par elle-même très accessible. Une visite de la bibliothèque universitaire est également prévue. Tout à fait, le samedi matin, vous pourrez découvrir ce bâtiment emblématique de l'architecture contemporaine, puisque c'est un bâtiment du XXIe siècle qui puise dans la référence architecturale du XXe siècle, à savoir le Corbusier. Donc vous découvrirez toutes les clés pour comprendre l'architecture et également le fonctionnement et les coulisses de la bibliothèque universitaire. Éric Alain Jeunesse, est-ce que vous avez un coup de cœur sur cette programmation des Journées du patrimoine ? C'est difficile d'avoir un coup de cœur. Il y a des lieux particulièrement intéressants, notamment le XXIe siècle sera tourné sur le sport. Et je crois que c'est l'occasion de découvrir notamment les coulisses du Vélodrome national, qui est la plus grande piste du monde. Il y aura aussi la possibilité d'aller sur le golf national, de découvrir à quelques années de la Raiders Cup. Et je crois, peut-être si vous me demandez un coup de cœur, je crois que c'est l'occasion de visiter aussi les entrailles du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines de la scène nationale que j'ai eu l'occasion de visiter moi-même et qui sont vraiment tout à fait surprenantes. Alors avant de partir sur les rendez-vous sportifs que vous évoquiez à l'instant, on va rester avec le monde étudiant pour se rendre à l'OVSQ, Observatoire de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, qui exceptionnellement également ouvrira ses portes ce week-end. Samedi 19 septembre, les Journées du patrimoine s'invitent à l'OVSQ, Observatoire de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. L'occasion de découvrir un équipement scientifique rarement ouvert au public et de comprendre les missions de cette composante de l'université. En plus de la formation des étudiants, l'Observatoire a aussi une mission d'observation. Alors ça peut être l'observation des planètes, mais aussi l'observation de l'atmosphère ou de l'océan. Dans notre cas, on a des services d'observation de l'atmosphère et notamment des gaz à effet de serre. Et puis on s'occupe aussi de la recherche interdisciplinaire entre les différentes unités qui composent l'Observatoire. Deux laboratoires composent l'OVSQ. Un laboratoire de planétologie pour étudier l'atmosphère sur les planètes et sur Terre, le LATMOS, et un laboratoire d'études d'adaptation au changement climatique, avec un travail particulier sur le Groenland et la Sibérie. L'OVSQ participe à de nombreuses missions spatiales, notamment Philae, une de leurs grandes fiertés. En ce moment, on a aussi des instruments sur le rover martien Curiosity. Et là, on prépare le prochain rover. Donc ça, les rovers martiens, c'est quand même des expéditions où on a à bord des laboratoires chimiques, des radars pour sonder le sous-sol, pour voir si effectivement il y avait de l'eau, il y avait de la vie. Donc là aussi, c'est des expéditions fabuleuses. Le Mercure, ça va être la première grosse mission autour de Mercure. Donc là aussi, une grande découverte. Samedi, pour les Journées du patrimoine, il y aura notamment une visite de la plateforme de l'OVSQ qui permet de tester les instruments envoyés dans l'espace pour analyser l'atmosphère des planètes. Les instruments d'exploration seront expliqués et il y aura même quelques pièces de collection. On va, comme c'est de l'usage, ouvrir les portes des laboratoires et on va montrer un petit peu les réalisations qui sont faites ici. Alors sous deux formes, soit des formes un petit peu d'atelier, mais aussi des formes un peu plus visites de choses où les gens auront le loisir du coup de poser directement les questions aux chercheurs qui seront là.
Donc, sans être complètement préparés, les gens viennent avec leurs questions, leurs interrogations, et ils vont pouvoir avoir des réponses, j'espère, qui les satisferont. Pour participer aux ateliers prévus dans les laboratoires, n'oubliez pas de vous inscrire auprès du musée de la ville. Des rencontres plus sportives sont également prévues ce week-end, je pense notamment au golf national, mais toutefois avec un clin d'œil culturel, avec la restauration de la porte du Mérentais. Expliquez-nous. Effectivement, on peut même parler plus que d'un clin d'œil, puisque c'est un monument historique, donc protégé au titre des monuments historiques, qui est la dernière porte du Grand Parc de Versailles, qui est encore aujourd'hui visible sur Saint-Quentin-en-Yvelines, qui se trouve dans le Golfe, sur Manille-les-Hameaux, et qui a été magnifiquement restaurée et inaugurée cette année à l'occasion de l'Open. Donc on pourra rentrer dedans très très exceptionnellement en visitant le Golfe lors des Journées du patrimoine. Tout à fait. Laure Valette et Eric-Alain Junès, merci, vous restez en plateau. Quelques dates supplémentaires à noter dans vos agendas. Samedi et dimanche, vous êtes attendus pour visiter les coulisses du Vélodrome et découvrir tous les sports qui y sont pratiqués. Au programme cyclisme, BMX, kickboxing, zumba et d'autres activités. Également ce week-end, venez découvrir les cultures du potager du roi et leur déclinaison biologique. Enfin, à la base de loisirs, laissez-vous tenter par un jeu de piste sur les traces de Louis XIV autour du plan d'eau de l'île des loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Et on poursuit notre émission spéciale Journée du patrimoine en partant au château de Versailles. Ce week-end, la salle du congrès du château sera exceptionnellement ouverte. Regardez ce que je vous disais, avec les marches et les colonnes, c'était là qu'était prononcée la nomination du nouveau président du Conseil. Ce week-end, pour les Journées du patrimoine, une ouverture exceptionnelle, celle de la salle du congrès du château de Versailles. Aménagé sous la Troisième République au centre de l'aile du Midi du château, cet hémicycle est le plus grand de France. 1500 personnes peuvent y siéger. Le congrès qui regroupe sénateurs et députés s'y réunit à la demande du président de la République. La réunion des chambres en congrès à Versailles ne se fait que pour des transformations de lois ou création de lois constitutionnelles. L'autre événement qui peut susciter le rassemblement des chambres ici même à Versailles en congrès, c'est une demande de la part du président de la République, c'est une décision récente de M. Nicolas Sarkozy que de pouvoir avoir un lieu où il puisse s'exprimer devant les deux chambres rassemblées. Et c'est la raison pour laquelle ça a été le cas en 2009 notamment. Pour les Journées du patrimoine, un parcours est mis en place à travers des pièces habituellement fermées au public. La salle du Sceau, utilisée pour authentifier les actes officiels du Congrès, les appartements des présidents du Conseil et du Sénat, ou encore l'escalier de Provence sur lequel était présenté le président du Congrès en haut de la salle Marengo. La visite d'ailleurs que nous ferons lors de ces Journées européennes du patrimoine porte autant sur l'hémicycle que sur l'ouverture des salles qui servaient à l'organisation des congrès, dont notamment dans l'aile du Midi du château, des salles empire napoléoniennes qui évoquent toute l'épopée napoléonienne et qui vont nous permettre aussi d'évoquer avec l'étage au-dessus et la galerie des batailles toute cette période de l'histoire de France qui est évoquée sous la Troisième République. Cette visite portera donc toute une charge d'émotions historiques pour aboutir à cet hémicycle et à sa symbolique forte. La République est la thématique retenue cette année pour les Journées du patrimoine au château de Versailles. L'occasion de traiter des questions d'appartenance citoyenne. Et on reste à Versailles. Le musée Lambinet, qui a pour habitude de démarrer sa saison lors du week-end des Journées du patrimoine, offre une exposition en l'honneur de la disparition de Christophe-Philippe Oberkampf, fondateur de la manufacture de Jouy en Josas en 1760. Cette exposition retrace l'évolution de la figure du héros au travers des siècles sur les toiles de Jouy. Pour en parler, nous recevons Marion Chac-Millet, chargée des publics et de la communication au musée Lambinet. Bonsoir. Alors, Marion Chac-Millet, expliquez-nous ce procédé qu'a importé M. Oberkampf de Grande-Bretagne à Jouy en Josas et qui a fait toute la renommée de sa manufacture. Oui, alors Oberkampf fonde sa manufacture donc à Jouy en Josas et à ce moment-là, on utilisait un système de plaques en bois afin d'imprimer les toiles. Donc c'était assez long, ça demandait un certain nombre donc d'ouvriers afin de réaliser une toile assez conséquente. Et donc Oberkampf voyage et essaye donc de trouver un moyen d'améliorer sa technique. Et en effet, il avait repéré en Angleterre
un procédé utilisant des plaques de cuivre qui sont assez importantes, puisqu'elles peuvent faire à peu près 1 mètre par 1 mètre à peu près. Et ce sont donc des plaques de cuivre qui sont insérées dans une presse qui permettent des dessins beaucoup plus fins, puisque donc la gravure est plus fine, et notamment de représenter des personnages. Et donc ça va être la naissance donc de toiles dites à personnages, qui vont diversifier la production à Jouy, puisque on avait auparavant surtout des motifs de fleurs, par exemple, ou des motifs un peu plus grossiers. Alors pour qu'on comprenne bien, en fait, là, la nouveauté, on va utiliser une plaque de cuivre, tandis qu'avant, il s'agissait de plaques de bois, où l'on devait non pas utiliser une presse mécanique, mais c'était un travail à la main, donc beaucoup plus long. Exactement. C'est pour ça qu'on peut se dessiner sur une production beaucoup plus massive, si l'on peut dire. Exactement. Alors l'importance de la toile de Jouy revêt une particularité, c'est qu'à l'époque, on recevait dans sa chambre, qui était un lieu social, et par la parure que l'on mettait dans sa chambre, c'était un moyen de communiquer sur les valeurs desquelles on se revendiquait. Oui, tout à fait. En choisissant dans les magasins de Jouy, par exemple, une toile évoquant des héros de l'Antiquité, on pouvait montrer qu'on était instruit, qu'on avait lu l'histoire antique, et puis en même temps, donc, on s'arrogeait les qualités de ce héros. Par exemple, l'histoire de sophonisme que nous voyons là à l'écran évoque l'histoire d'une femme forte qui, à Carthage, donc pendant les guerres puniques, va décider de se donner la mort plutôt que d'être livrée aux mains des envahisseurs, des Romains. Voilà, donc montrer l'histoire de sophonisme dans sa chambre, c'était une façon de montrer que nous avions les mêmes valeurs. Alors justement, pour narrer cette histoire, c'était le même procédé utilisé que sur les bandes dessinées, où on plaçait plusieurs motifs côte à côte. Oui, tout à fait. Le système de la toile imprimée imposait en effet que l'on choisisse différents moments importants de la vie de ce personnage. Et puis donc la toile forcément fait 1 mètre de large, donc il faut choisir quelle scène on va représenter d'abord. Et forcément, donc, la toile va être répétitive. Donc, il faut faire très attention donc, à ce moment précis. Donc, en général, ce sont des moments qui résument les hauts faits de la vie donc, de ces personnages. Voilà. On voit à l'image des toiles principalement rouges et blanches. Y a-t-il une raison à cette teinture ? Alors oui, tout à fait. C'est lié au procédé technique. Puisque la toile de coton est blanche et on souhaite que la couleur soit lavable, qu'elle persiste au fil du temps. Donc le procédé technique, en fait, on le connaissait déjà auparavant, puisque déjà 2000 ans avant Jésus-Christ, on a des traces de ces procédés. C'est-à-dire que l'on utilise ce qu'on appelle des mordants, des produits comme des sels d'aluminium, par exemple, qui vont, une fois appliqués sur la toile, retenir les teintures. Donc, la plaque en fait qui va être appliquée sur la toile de coton va imprimer d'abord les mordants. Et c'est une fois les mordants appliqués que l'on trempera la toile dans une cuve remplie d'un liquide à base de garance. C'est de la teinture rouge en fait, et ça va agir comme un révélateur. Les mordants en fait vont attraper en quelque sorte le rouge de la garance et faire apparaître les motifs. Donc ensuite, on tendait les toiles de coton on disait sur le pré, afin que le fond blanc blanchisse au soleil. Donc on a du coup ce contraste de motifs rouges. Donc la garance en fait peut donner des variantes, donc ça va du rose au violet par rapport à un fond très blanc.
Ces toiles de Jouy nous ont permis de constater qu'il y a une évolution de la figure du héros au travers des siècles, notamment de 1770 à 1840. On part sur un héros très guerrier dans l'Antiquité, Oui. à une évolution de cette figure. Expliquez-nous. Oui, alors en effet, le choix des thèmes pratiqués donc à Jouy-en-Josas, mais aussi dans toutes les autres manufactures normandes, nantaises ou bordelaises, par exemple, reflète l'idée que l'on se fait du héros à ce moment-là. Et c'est un moment charnière, puisque encore au XVIIe siècle, on choisit surtout des héros antiques qui sont réputés d'abord pour leur courage à la guerre, et en même temps, évidemment, d'autres vertus. La maîtrise de soi-même, le respect, malgré tous les honneurs à l'ennemi. Mais petit à petit, donc, au XVIIIe siècle, des écrivains comme Voltaire ou comme Jean-François Marmontel vont préférer des héros qui sont plus des grands hommes, hein, et qui sont plus, par exemple, des philosophes comme Rousseau, qui brillent par leur plume ou par leur humanité, etc. Alors en même temps, au début du XIXe siècle, on redécouvre le Moyen-Âge, on redécouvre aussi la Renaissance, et on apprécie l'anecdote. Et très souvent, donc, cette peinture dite troubadour, qui apparaît dans les dessins que l'on choisit dans les manufactures de toiles imprimées, évoque donc plutôt le roi Henri IV, mais au travers de ses amours ou à la chasse, ou Marie Stuart, comme on le voit ici à l'écran, auprès de ses amants. Alors Marion Chakmillet, merci beaucoup. On pourra retrouver donc cette exposition au musée Lambinet. Et tout de suite, nous passons à notre minute cinéma. Cette année encore, vous avez la parole. Que pensez-vous des films à l'affiche? Vos avis sur les nouveautés de ce 16 septembre au micro d'Élodie Moine. C'est un très bon film, et puis c'est bien, c'est pas un thriller, mais c'est bien, c'était bien écrit, le film a été bien écrit. Mais bon, c'est la seule chose positive, moi je pense, c'est qu'il a aidé des gens qui étaient malades d'un cancer. Oui, j'ai bien aimé. C'est comme un thriller, en fait. On suit ça comme un film à suspense, un peu tragique pour Fischer. Mais... C'est une bande dessinée animée et distrayante. Donc ça revisite un peu le mythe de Napoléon Solo. Donc c'était assez sympa, un moment agréable. C'est très bien fait. Ça ressemble un peu aux séries des années 60, 70. De toute façon, le Napoléon Solo, ça nous rappelle notre jeunesse. Mais là, c'est modernisé, quoi. Il y a un peu plus d'effets spéciaux. Les décors sont magnifiques. Très sympa, rétro, années 70 à peu près. Ça fait penser en termes d'image à Mosaïque de Amicalement Vôtre. Et puis bon, le trio est très sympa. Et les programmateurs de salles nous donnent leur coup de cœur également. Chaque mercredi, ils reviennent sur l'événement à ne pas rater. Aujourd'hui, c'est Gaël Pinault au Grenier à sel de Trappes. Bienvenue au Grenier à sel. Cette semaine, je voudrais vous présenter mon coup de cœur. C'est le Tout Nouveau Testament, le dernier film de Jaco van Dormel, qui avait réalisé en 96, ça fait longtemps déjà, Le 8e jour avec Daniel Auteuil, qui rencontre un handicapé mental et qui se prend d'affection pour lui. Donc c'est le film qui est le plus connu, mais il a fait d'autres films depuis. Donc cette année, il revient avec une comédie grinçante et corrosive dans laquelle Dieu existe et habite à Bruxelles. Il est incarné par Benoît Poelvoorde et il est odieux. Il n'arrête pas d'inventer des nouvelles règles pour embêter les gens sur Terre. Et sa fille, il a une fille qui s'appelle Ea, décide de se faire remarquer et envoie à toute la population un SMS indiquant la date et l'heure de leur mort. Alors ça entraîne des situations assez incroyables, des personnes qui disent puisque je ne vais pas mourir maintenant, je peux me jeter par la fenêtre. Il est encore impossible de savoir s'il s'agit d'un canular ou si ces fameuses dates de décès se confirment. Merde, je vais la chercher. Et je peux te dire que cette fois, elle va dire oui. Je cherche une petite fille avec des cheveux noirs un peu agités. Qu'allons-nous faire du reste de notre vie est la question la plus fréquente sur les réseaux sociaux. 62 ans à vivre, 62, test. C'est assez incroyable et c'est assez marrant. On retrouve Yolande Moreau, Catherine Deneuve, Benoît Poelvoorde, donc François Damiens, qui sont dans des rôles vraiment, vraiment délicieux.
pendant 2 semaines au cinéma Le Grenier à Sel. Vous retrouvez tout ça sur cinémagrenierassel.com et j'ai aussi quelques coups de cœur. Nos prochains coups de cœur, ce sera Life, un biopic sur James Dean, et Youth, le dernier film de Paolo Sorrentino où on retrouve Michael Caine et Harvey Keitel dans des rôles vraiment à contresens, et c'est un bonheur. Voilà, à bientôt j'espère. Fin du kiosque pour cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine, mercredi 23 septembre, aux mêmes horaires pour un nouveau point sur l'actualité. Émission à voir et à revoir sur notre site internet. Très bonne soirée à tous.